Monsieur le Président, comme d'autres l'ont mentionné avant moi, l'exercice de la présentation et les débats sur le budget 2020-2021 viennent à un moment où le monde se remet péniblement de la pandémie liée à la Covid-19, qui a fait quelques 400 000 morts, dont 10 à Maurice. Mais les piliers de notre économie traditionnelle se lézardaient bien avant que cette pandémie n'éclate. C'est un fait reconnu que l'ancien monde économique s'est dramatiquement affaibli et le nouveau monde post-Covid-19 prend son temps pour émerger. Mais en attendant, il provoque des dégâts sérieux et profonds. Le ministre des Finances lui-même a été le premier à lancer la première missive en annonçant 100 000 chômeurs, soit quelques 17% de la population active d'ici la fin de 2020. La situation n'a pas tardé à se détériorer avec plus de 1000 demandes de licenciement devant le Redundancy Board. Autant dire, Monsieur le Président, que cet exercice budgétaire était considéré, voire même espéré par beaucoup, comme une démarche salutaire après tous les scénarios catastrophiques que le gouvernement nous a présentés, tantôt par les interventions télévisées du Premier ministre, ou tantôt par les sempiternels défilés des ministres, toujours à la télévision, sous le couvert du National Communication Committee. Mais une fois que la population a digéré ce budget et l'exercice de propagande terminé, la vérité est remontée à la surface comme du vernis qui craque sur un vieux meuble mal reconditionné. En effet, Monsieur le Président, on est passé du « Embracing a Brighter Future Together as a Nation » à notre nouvelle normalité. Quelle transition! Notre nouvelle normalité, dit le ministre des Finances, Monsieur le Président. Est-ce que cette nouvelle normalité explique que les prix des produits de consommation courante, tels que le thé, le sucre, la farine et le lait, n'arrêtent pas de prendre l'ascenseur depuis le confinement? Est-ce à cause de cette nouvelle normalité que les prix des médicaments ont grimpé en flèche? Est-ce à cause de cette nouvelle normalité que les travailleurs de ce pays ont été dépouillés de leurs droits? Est-ce encore à cause de cette nouvelle normalité que des personnes se retrouvent du jour au lendemain dans une situation de vulnérabilité? Ou est-ce encore une nouvelle normalité que de crase la case d'Imoun sans proposer des solutions en retour? Un grand homme avait dit, Monsieur le Président, qu'il n'était pas nécessaire d'être un génie pour faire de grandes choses, et encore moins se placer en dessous des gens, mais d'être tout simplement avec eux. Ce présent budget, Monsieur le Président, vient démontrer qu'effectivement, le physical distancing s'est installé entre le gouvernement et la population, alors que notre roupie se dévalue dangereusement face aux autres monnaies étrangères. Monsieur le Président, je suis fier d'appartenir à un parti, le MMM, qui, depuis sa création, a toujours fait de la justice sociale son cheval de bataille. Cependant, je constate que les plus vulnérables de notre société ne sont plus protégés de nos jours, et je ne suis guère rassuré après avoir pris connaissance des solutions utopiques qui sont proposées. Il est triste de constater qu'une fois de plus, ce gouvernement débat par le biais d'un budget sans ambition ni motivation, dans le fond comme dans la forme. J'ai eu l'occasion de le dire dans le passé, dans cette même chambre. J'ai bien peur que la situation ne s'empire, car le feu couvre sous les cendres, et il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Ce gouvernement feint de reconnaître que tous les ingrédients sont réunis pour une explosion sociale à Maurice. Je prie pour que cela n'arrive pas. Monsieur le Président, combattre la pauvreté et ses conséquences, ainsi qu'améliorer les conditions de vie des Mauriciens, devrait être la priorité du gouvernement. Nelson Mandela avait dit un jour, et je le cite, « Overcoming poverty is not a task of charity, it's an act of justice. » Le combat contre la pauvreté, Monsieur le Président, ne se limite pas uniquement à allouer une maison ou à distribuer des matériels scolaires aux enfants, dont le nom des parents figure sur le registre social. Non, Monsieur le Président, mener un combat salutaire et efficace contre la pauvreté, c'est bien plus que cela. À Maurice, malheureusement, il y a un ensemble de critères qui ne sont pas pris en considération dans cette lutte, comme par exemple donner aux pauvres l'accès à un système de santé plus efficace et efficient, à une bonne nutrition, à une éducation de qualité pour tous, à la pratique de certains types de sport, de divertissement et de formation, ou encore
à l'offre artistique et culturelle, entre autres. La lutte contre la pauvreté, c'est bien plus que les food packs que le gouvernement a offerts le temps de la pandémie, médiatisés à outrance, tant à la télévision nationale que sur les réseaux sociaux, pour des gains purement politiques. Monsieur le Président, de ce fait, je voudrais plaider pour ces familles demandeurs d'une maison de la NHDC, mais qui n'ont pas la capacité financière pour assurer les dépôts, souvent exorbitants, réclamés par cette même NHDC. Il est vrai que dans ce présent budget, il a été proposé de construire 1800 maisons sur les 3 prochaines années pour les familles dont les revenus mensuels ne dépassent pas 10 000 roupies. Doit-on vraiment croire dans cette proposition budgétaire ou crier à l'utopie? Car les faits sont là. En 5 ans, ce gouvernement n'a construit que quelques 2000 maisons, alors qu'au départ, en 2015, ils avaient promis 10 000 maisons à la population. Cette fois, ils prétendent qu'ils vont construire 12 000 maisons en 3 ans. Attendons voir, Monsieur le Président. Même si je dois reconnaître que le problème de logement ne date pas d'hier, c'est un fait que la pandémie a fait remonter à la surface la complexité de ce dossier épineux qui provoque dans son sillage des drames humains, comme nous l'avons constaté avec la destruction des maisons à Pointe-aux-Sables, Curepipe, Riambel et Poste-Lafayette, entre autres. À l'heure où je suis en train d'intervenir dans cette auguste assemblée, Monsieur le Président, toutes ces familles, y compris des enfants en bas âge, dont leurs cases en tôle ont été bulldozées, n'ont pour abri en cette période de froid hivernal qu'une tente de fortune installée à même le sol, sans eau ni aménité. C'est une honte, Monsieur le Président. Honte à cette antipathie dont sont victimes Mélodie et ses camarades de Riambel, ainsi que les autres sans logis dans les autres régions. Une antipathie qui s'affiche au vu et au su du NICTA, Information and Communication Technologies Authority, passive et mortifère sur les réseaux sociaux. En fait, ces personnes que certains se plaisent à appeler des squatters sont victimes non pas uniquement pour ce qu'ils font, mais également pour ce qu'ils sont. Ça pue le racisme, Monsieur le Président, sur les réseaux sociaux. Cette situation mérite une attention urgente. Pourtant, nous clamons tous que nous vivons dans un pays arc-en-ciel. Quand je vois le défilement des propos haineux et racistes dans une île Maurice de 2020, j'ai moi aussi envie de crier « I can't breathe », comme George Floyd, cet Américain noir mort étranglé sur le genou d'un policier. Oui, Monsieur le Président, je suis indigné car je constate qu'une partie de la population de ce pays est toujours victime d'une administration sans pitié, sans cœur et dénuée de toute humanité face à la misère des gens. Je ne me trompe pas en disant que tous les ingrédients sont aujourd'hui réunis pour une explosion sociale. Nous voyons ces derniers jours, Monsieur le Président, des manifestations contre le racisme dans les grandes capitales, avec comme slogan « Black Lives Matter ». Ne soyez pas étonnés que de tels mouvements arrivent jusqu'à nos côtes. Ce ne sera que le résultat de la politique que ce gouvernement mène depuis 2014 et qui a produit cette haute île Maurice qui ne fait pas plaisir à voir. Cette mise au pilori me répugne et n'est pas digne de notre République. Monsieur le Président, que certaines personnes de ces régions soient en situation illégale, je n'en disconviens pas. Mais comme je le dis toujours, il y a la loi et l'esprit de la loi. Quelle urgence y avait-il à démolir ces maisonnettes, ces bicoques, certaines construites depuis plus d'une décennie, paraît-il, alors que nous étions tous toujours en confinement? En passant, Monsieur le Président, combien de maisons ont été construites ces dernières années pour ces familles dans l'extrême pauvreté par la National Empowerment Foundation? Nous savons tous que ces familles qui vivent au jour le jour ne pourront jamais trouver les fonds nécessaires afin de faire un dépôt à la NHDC. D'où mon appel au départ pour plus de considération aux familles vulnérables, afin que des critères appropriés soient établis pour leur permettre d'avoir accès à des maisons. Au lieu d'agir comme un gouvernement sans cœur et insensible à la détresse de ces familles, le gouvernement aurait dû proposer aux genuine cases l'alternative d'être installés dans une région où sont déjà établis des anciens squatters, afin de les permettre d'entrer dans le circuit où la NEF serait en mesure de construire un logement pour eux. Ces sans-logis, Monsieur le Président, sont avant tout des gens
qui n'ont pas eu le même droit de l'accès à la terre, contrairement à d'autres, et continuent à être victimes d'un système économique qui les écrase depuis des décennies. Mais au risque de me répéter, tout gouvernement a le devoir de s'assurer que chaque famille mauricienne ait un toit. Notre tissu social est déjà très fragile et je suis sûr que personne ne voudrait revivre certaines périodes sombres de notre histoire. Toujours au chapitre des logements sociaux, le gouvernement ne cesse de marteler depuis plus de 3 ans que 10% des maisons qui seront construites par la NHDC seront allouées aux plus démunis de la société, notamment ceux qui se trouvent sur le registre social de Maurice. Selon ce qui a été dit dans cette même assemblée il n'y a pas si longtemps par l'ex-ministre de l'Intégration sociale, un accord a été signé entre la NHDC et le ministère de l'Intégration sociale à cet effet. Mais où sont toutes ces maisons, Monsieur le Président? Pour l'heure, les plus démunis sont toujours en attente. Quant à la National Empowerment Foundation, c'est toujours la même récrimination et la même rengaine. Monsieur le Président, je voudrais attirer l'attention du ministre des Finances et celle de l'Intégration sociale et de la Sécurité sociale sur une région communément appelée le village de La Valette, qui se trouve depuis peu dans ma circonscription. Le projet de La Valette, qui date de 2020, est une expérience qui a mal tourné, sans doute par manque de volonté ou de détermination. Les autorités ont décidé de ranger dans un tiroir les problèmes de La Valette, sans prendre en compte que bon nombre d'éléments sont en train de se détériorer. À un point, Monsieur le Président, qu'on n'ose même pas imaginer, rien que d'en parler provoque chez moi de l'amertume. Monsieur le Président, c'est inacceptable que depuis 2009, aucun résident n'a eu la possibilité de devenir propriétaire de sa maison, plus de 10 ans après leur aménagement. Une situation qui n'arrête pas de provoquer de la frustration chez les résidents. Il faut aussi savoir que ce village est dépourvu de tout, pas de centre communautaire ni d'espace de jeu et de détente pour les jeunes. Les routes sont mal éclairées, alors que le système d'épuration d'eau usée est inadéquat. Ajoutez à cela, l'insalubrité de la région est aussi à déplorer. Monsieur le Président, de ce même ordre d'idée, j'attire l'attention des autorités concernées sur la situation dans 2 autres localités de ma circonscription, notamment Chebec à Chebel et Plateforme à Petite-Rivière. Pour votre information, Monsieur le Président, dans ce quartier de Chebec, qu'on appelle communément Kosovo, ont été installés des anciens sans-logis, qui sont par la suite devenus propriétaires de leur terrain. Mais ces personnes vivent toujours dans des conditions inhumaines, notamment dans des bicoques délabrées, dépourvues de toute aménité. Pour ce qui est de Plateforme à Petite-Rivière, là encore, une intervention urgente de toutes les autorités concernées est nécessaire. Dans une partie de cette région, des familles, Monsieur le Président, vivent dans des conditions inacceptables. Monsieur le Président, dans ce même registre, je voudrais aussi attirer l'attention sur un autre drame humain qui frappe ma circonscription, aussi bien que d'autres régions de l'île, lors des grosses averses ou durant les pluies torrentielles. Les maisons et les cours inondées sont désormais monnaie courante. C'est un fait que depuis 2013, l'île Maurice vit avec la peur au ventre après les flash floods, qui ont fait plusieurs morts et d'importants dégâts dans le pays. Depuis cette date, la situation météorologique à Maurice a évolué de telle façon qu'une psychose s'est installée dans l'esprit des gens. Et depuis, Monsieur le Président, les habitants de Chebec, Barclay, Gros-Caillou, Albion et Coromandel, entre autres, sont dans l'inquiétude, sans compter la peur des résidents du Borcellement-Hermitage à Coromandel, qui craignent d'éventuels éboulements qui pourraient survenir en cas de cyclone ou de pluie torrentielle. Il y a des travaux urgents à effectuer, notamment l'aménagement de drains, car il est du devoir de tout gouvernement de s'assurer que chaque Mauricien, qu'importe la région où il habite, vive en sécurité à chaque instant. J'espère que mon appel sera entendu, notamment par le ministre des Infrastructures publiques et la PPS de la circonscription numéro 20. Monsieur le Président, quelques 1,2 milliard ont été alloués dans ce budget pour la construction de drains et j'espère qu'une partie de cette somme sera allouée aux travaux urgents au numéro 20. Monsieur le Président, autre sujet qui me préoccupe dans ce budget, c'est l'absence d'un plan d'action contre la prolifération des drogues en tout genre dans le pays. Rien, absolument rien sur cette épineuse question. Et je trouve cela scandaleux que depuis quelque temps déjà, ce gouvernement a relégué au second plan le problème de drogue à Maurice. À croire qu'aujourd'hui, l'accord de partenariat avec Liverpool est plus important qu'un combat sérieux, déterminé et engagé
contre la prolifération des drogues dans notre pays. Pourtant, Monsieur le Président, la période du couvre-feu sanitaire a démontré à quel point la drogue circule dans notre pays et a mis en exergue ses circuits de distribution. Ce qui me pousse aujourd'hui encore à me poser la question suivante, Monsieur le Président. Pourquoi avoir mis en place la commission d'enquête de l'ex-juge Lam Chanlin sur la drogue et dépensé des millions de roupies pour qu'après, les recommandations faites par cette même commission ne soient pas prises en compte pédo d'un tiroir? L'ex-juge Lam Chanlin et ses assesseurs avaient recommandé, entre autres, le démantèlement de là-dessous. Or, à ce jour, le gouvernement n'a pas bougé d'un iota concernant cette recommandation. Que cherche à nous faire croire, à nous faire comprendre le gouvernement? Si l'ex-juge Lam Chanlin avait recommandé le démantèlement de là-dessous, ce n'est certainement pas sans raison. Ces enquêtes ont probablement révélé des faits troublants sur ce département de la force policière. Le ministre des Finances, Monsieur le Président, a carrément fait l'impasse, non seulement sur le combat contre les drogues, mais aussi sur toute la stratégie à adopter pour le traitement et la réhabilitation des usagers de drogue. Autre temps, autres mœurs. Depuis la fermeture de la Natresa en 2016, le gouvernement n'a toujours pas jugé nécessaire de pallier à cet important dispositif dans le traitement et la réhabilitation des usagers de drogue. Entre-temps, Monsieur le Président, la drogue continue à faire des victimes de plus en plus jeunes et les trafiquants continuent à inonder le marché. Au risque de me répéter, la vente des drogues se fait dans certaines régions au nez et à la barbe de la force policière. Certaines régions de ma circonscription sont inondées de drogues synthétiques et les plus vulnérables sont avant tout les jeunes, en particulier les étudiants. Les alentours des écoles sont devenus les bases d'opération de ces marchands de la mort. Monsieur le Président, cette situation ne peut plus durer et j'invite le Premier ministre et son gouvernement à prendre les taureaux par les cornes avec des décisions et des actions concrètes et urgentes afin de mettre un frein à la prolifération des drogues synthétiques qui fait de plus en plus de victimes chez nos jeunes. Monsieur le Président, avant de parler sur les dotations budgétaires pour le sport, je voudrais faire une petite parenthèse sur le secteur touristique qui est néanmoins lié avec le sport vu la proposition de l'honorable ministre des Finances pour la relance de cette industrie à travers un partenariat commercial avec Liverpool Football Club pour la promotion de Maurice à compter de septembre 2020. Toutefois, en consultant les estimés 2020-2021, je constate que le budget de la MTPA a subi une baisse pour le moins conséquente pour l'année financière 2020-2021 avec une dotation de seulement 250 millions comparée aux 475 millions de 2019-2020. La question que je me pose, Monsieur le Président, est la suivante. Avec un budget réduit aussi drastiquement, est-ce que la MTPA pourra financer cet accord commercial avec Liverpool Football Club? D'autant que nous ne savons pas pour l'heure le montant exact de cet accord avec le club anglais qui s'échelonnera sur combien d'années financières et quelles sont les obligations de ce dernier. Avant moi, d'autres ont parlé de 375 millions qui doivent être payés à Liverpool Football Club. J'espère, Monsieur le Président, que l'honorable ministre du Tourisme ne pratiquera pas, comme son collègue du sport l'a fait dans le cadre de la mise en place de Liverpool Football Academy, l'opacité sur la signature de ce contrat. Que les vrais montants et les conditions attachées soient rendus publics pour la transparence. Monsieur le Président, la pandémie liée à la Covid-19 a frappé de plein fouet les sportifs, privés de compétitions locales et internationales, privés d'entraînement, d'encadrement, certains de finances et surtout de soutien psychologique. Dans tous les pays qui se respectent et qui ont à cœur le bien-être de leurs sportifs, qu'ils soient de niveau amateur ou professionnel, les gouvernements ont mis en place une politique d'ouverture et de soutien à leur intention durant toute la période de couvre-feu. À Maurice, le gouvernement a pratiqué une politique de fermeture totale, sans prendre en considération que l'exercice physique est une condition sine qua non pour le bien mental de tous les sportifs. Et même lorsque le déconfinement est arrivé, au lieu de réunir, discuter et prendre les décisions qui s'imposent avec l'ensemble du mouvement sportif, comme la mise en place d'un plan de relance, le ministère des Sports a eu l'incandescence d'estimer que ce travail revenait aux seules fédérations sportives.
Conséquence, malgré l'ouverture du pays après le couvre-feu sanitaire, les entraînements pour certains sports, notamment les sports collectifs, ne sont toujours pas autorisés, alors que la reprise des compétitions n'est toujours pas à l'agenda. Dans d'autres pays, Monsieur le Président, notamment en Europe, les compétitions ont repris avec un protocole sanitaire approprié. À Maurice, on a fait pire. La Mauritius Football Association a choisi, elle, d'annuler carrément toutes les compétitions. Dans la cour du roi Péto, chacun fait ce qu'il veut. Monsieur le Président, il faut maintenant faire les comptes. Alors que le monde sportif mauricien s'affaisse, faute d'idées nouvelles et novatrices, les dotations budgétaires 2020-2021 accordées au ministère des Sports ne répondent pas aux questions présentes auxquelles il convient de faire face. Prenons l'exemple des 5 millions qui ont été alloués pour les Jeux Olympiques de Tokyo et les 10 millions pour Paris 2024. Je dois rappeler que le JO au Japon devait normalement se tenir le mois prochain, mais en raison de la Covid-19, comme tout le monde le sait, les Jeux ont été renvoyés pour 2021. Pourquoi alors n'accorder que 5 millions pour la préparation des athlètes, alors que les fédérations internationales ont décidé de relancer la machine de la phase qualificative, ce qui donne une nouvelle chance aux sportifs mauriciens? Au contraire, il fallait mettre plus d'argent à la disposition des athlètes pour les JO de Tokyo, ainsi donc augmenter nos chances de qualification. Pour réussir dans le monde sportif, Monsieur le Président, cela demande 3 qualités intrinsèques: détermination, disponibilité et discipline, ce qu'on appelle la loi des 3D. Actuellement, le ministère de l'autonomisation de la jeunesse, des sports et des loisirs n'est ni déterminé, ni disponible, et encore moins discipliné. Une fois que les lampions des Jeux des îles de l'océan Indien se sont éteints, il est devenu comme une peau de chagrin, et la pandémie liée à la Covid-19 n'a fait qu'accélérer sa reconversion en un rubber stamp du bâtiment du Trésor, avec une marionnettiste qui s'improvise tantôt président du Mauritius Sport Council, tantôt chef de la cuisine, doté d'une propension à une mainmise sur les affaires du sport. Monsieur le Président, depuis la proclamation de notre indépendance, jamais n'a-t-on vu l'organisation du sport à partir du bureau du Premier ministre. Cette mesure budgétaire qui se lit comme si, et je cite, « Le ministère de la Jeunesse et des Sports et des Loisirs, en collaboration avec le Prime Minister's Office et la Mauritius Sport Council, mettra en place des Local Active Mauritius Partnerships dans chacune de nos 21 circonscriptions. » est une démarche qui, à mon avis, vise ni plus ni moins à la politisation du sport dans toutes les circonscriptions du pays. Si les intentions d'Active Mauritius, qui je rappelle est un organisme géré à partir du Mauritius Sport Council, sont bonnes, alors pourquoi ne pas développer ce partenariat avec les collectivités locales? À quoi peut servir un ministère qui s'occupe de l'autonomisation de la jeunesse si l'organisation d'une activité qui touchera d'abord les jeunes du pays tombera sous le joug du bureau du Premier ministre, dont les intérêts politiques sont plus importants qu'autre chose? Comment peut-on aussi fermer les yeux sur ce budget qui fait l'impasse sur cette question de l'autonomisation des jeunes, alors que ce ministère vient de changer d'appellation il y a à peine 7 mois? Au demeurant, Monsieur le Président, ce budget est la démonstration de l'inaptitude de ce gouvernement à prendre des décisions courageuses et à agir stratégiquement pour un développement harmonieux du sport sur tout le territoire mauricien. Il n'existe pas une autre vérité que celle qui consiste à passer par les collectivités locales pour réussir le développement de notre sport de masse. Je parle en connaissance de cause. Je plaide et je réclame plus de moyens pour les collectivités locales afin qu'elles puissent développer le sport post-Covid-19 autour d'une stratégie calculée. Je regrette aussi, Monsieur le Président, qu'aucune mention n'est faite dans le budget pour le sport scolaire. Le sport dans l'éducation aide l'étudiant à se maintenir en bonne santé physique et mentale. Le gouvernement aurait dû profiter de la relance post-Covid-19 pour booster le sport à l'école et revigorer les compétitions intercollèges. Après tout, ce ne sont certainement pas les médailles remportées lors des 10e Jeux des îles organisés à Maurice l'an dernier qui prouvent que le sport mauricien se porte bien. Le budget 2020-2021 de ce gouvernement, sur ce chapitre, ne répond pas aux nombreuses questions qui minent le sport mauricien. Monsieur le Président, le sport est un secteur où il existe énormément de possibilités. Il suffit d'avoir une bonne dose de volonté pour faire avancer les choses dans la bonne direction. J'espère que l'honorable ministre des Sports tirera les leçons du passé et la folie des grandeurs qui avaient caractérisé l'organisation des Jeux des îles à Maurice. Je ne suis pas wise after the event, car Ansad peut être pris à témoin à propos de mes dénonciations sur les extravagances financières
liée à l'organisation des Jeux des îles qui a fait profiter bien des petits copains. 5 milliards pour le complexe sportif de Côte d'Or, qui n'a toujours pas été achevé et qui s'est transformé aujourd'hui en un éléphant blanc. Des dépenses avoisinant les 100 millions pour la réfection du stade Georges V, pour au final avoir une pelouse pourrie et inutilisable encore en période de pluie. N'en parlons pas des autres infrastructures qui ont été rénovées durant ces Jeux, où des proches du pouvoir se sont bien servis. Ne dit-on pas, Monsieur le Président, que la charité bien ordonnée commence par soi? Monsieur le Président, avant de conclure, je voudrais dire quelques mots sur les avancées qu'il y a eu sur le continent africain, notamment sur la protection des personnes vivant avec un handicap. Au passage, je voudrais saluer les 2 mesures du budget qui vont redonner les moyens aux ONG qui gèrent les écoles pour les enfants vivant avec un handicap. À ce titre, je voudrais attirer l'attention de la Chambre, en particulier la ministre de la Sécurité sociale, sur la démarche du Parlement panafricain pour s'assurer que ces États membres adoptent une loi afin de protéger davantage les personnes vivant avec un handicap. Dans cette optique, une loi type, The African Model Law on Disability, a été rédigée et elle est disponible pour tous les États membres. Monsieur le Président, il serait plus qu'important que la ministre de la Sécurité sociale s'inspire de cette loi type, sur laquelle a travaillé un nombre important d'experts de la Commission de l'Union africaine, du Parlement panafricain et de l'Africa Disability Alliance, organisation au sein de laquelle Maurice fait partie, pour présenter un nouveau texte de loi concernant le soutien, la protection et l'insertion des personnes handicapées dans toutes les sphères de la société. Comment terminer mon intervention, Monsieur le Président, sans faire état de l'effritement du niveau de la démocratie et de la méritocratie au sein de notre société. Aujourd'hui, à Maurice, it's a question of who you know rather than what you know. Je prends pour preuve les propos de M. Narendranath Gopi, président d'un des plus importants regroupements syndical de la fonction publique dans un passé non lointain. Et je le cite, « Est-ce que la méritocratie existe vraiment dans l'exercice de recrutement de nos jours au sein du gouvernement ?» s'interroge-t-il. Et M. Gopi qui ajoute aussi, « La Public Service Commission opère actuellement dans l'opacité et elle n'est redevable à personne. » Monsieur le Président, si ce que dit M. Gopi est vrai, je ne peux qu'être horrifié à l'idée que le principe même qui veut que chaque citoyen ait les mêmes chances est bafoué par ceux qui sont supposément en être les garants. Il est aussi bon de rappeler sur ce point qu'à Maurice, on se proclame mauricien lorsque les Jeux des îles se tiennent sur notre territoire, ou lors du passage sur notre sol de sa sainteté, le pape. Dans ces cas-là, on est tous fiers d'être mauriciens. Mais au moment des élections générales, c'est souvent l'instinct sectaire, voire même castéiste qui prime. Il est grand temps que cesse cette hypocrisie. Soit on est mauricien, soit on ne l'est pas. Souhaitons que cette nouvelle normalité contribue à changer les mentalités. Les défis qui nous guettent sont nombreux et je pense sincèrement que ce n'est ni ce budget mal agencé, sans clarté et avec des propositions non expliquées, ni ce gouvernement qui nous sortiront de l'ornière. Et pour terminer ma course contre la montre, Monsieur le Président, je voudrais rendre un vibrant hommage à tous les frontliners qui ont mis leur vie en danger durant le confinement. En ne récompensant cependant que la force policière et le personnel hospitalier, le gouvernement fait preuve de discrimination et crée ainsi la frustration. Je fais donc un appel afin que nos amis éboueurs, employés du transport public, des supermarchés, parmi tant d'autres qui ont rendu service à la nation durant la difficile période de confinement, soient également récompensés, car, Monsieur le Président, ils le méritent tout aussi bien. Je vous remercie. I will suspend the sitting for 30 minutes.